bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette commémoration de Simone Veil, donc, qui est décédée le 24 août 1943. Donc je rappelle ces dates, elle est née en 1909 et elle est décédée en 1943. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve devant le 3 rue Auguste Comte, qui est le lieu où elle a habité 11 ans, qui couvre quasiment toute sa période d'études, voire même ses premières prises de poste d'enseignement de la philosophie en province. Alors il faut savoir qu'un point intéressant pour ce 3 rue Auguste Comte, c'est que c'est Albert Camus lui-même qui était donc sélectionné pour le prix Nobel de littérature le 9 décembre 1957. Il devait partir à Stockholm donc le 9 décembre 1957 pour recevoir son prix Nobel de littérature. Et la veille, il a tenu à venir ici rendre hommage à Simone Veil. Donc il s'est rendu dans son appartement où il y avait encore quelques vestiges. Et donc c'est la présence d'Albert Camus aussi qui est importante dans cette commémoration. Alors pour faire un rappel dans les grandes lignes, donc Simone Veil, elle est née effectivement d'un père militaire juif et chirurgien. Et aussi sa mère donc née à Kottsov. C'est bien ça, ou Rostov, pardon. Et en fait aussi une aristocrate de la Russie qui était très cultivée. Et donc dès le départ, en fait, elle a été vraiment, disons, amenée à vraiment apprécier toute la culture française. Elle était déjà dans un bain très favorable pour apprécier la culture française. Et puis on va faire les grandes lignes donc, sur sa scolarité. Donc effectivement ici c'est un peu le quartier général pour Simone Veil, puisqu'elle a commencé bien que la première partie de ses études au lycée Victor Duruy dans le 16e, où il y a aussi une plaque commémorative. Ensuite, elle s'est rapprochée en faisant les études au lycée Henri IV à Hippocagne, où elle a reçu l'enseignement donc, du professeur de philosophie Alain, et qui était et aussi à côté, dans cette phase de 2 ans, elle était très amie avec Maurice Schumann, qui joue un rôle important à la fin pour la ramener vers Londres, et interférer entre le général de Gaulle et elle-même pour arriver sur la période de la France libre en fait. Donc elle a suivi donc, ces 2 années à Hippocagne, au lycée Henri IV, et ensuite elle s'est rendue à l'école normale supérieure où très rapidement, à cause de ses activités syndicalistes plus ou moins révolutionnaires, elle a été surnommée la Vierge Rouge. Voilà. Donc là, elle avait un directeur de l'école normale supérieure, d'ailleurs, qui ne l'a pas pris tellement sous sa coupe, puisqu'en fait, elle était un peu, disons, un spécimen rare par rapport au profil classique de l'école normale supérieure. Donc, il a dit en fait qu'il serait ravi qu'elle soit le plus loin possible. Donc, je pense qu'il a aussi certainement choisi ses postes d'enseignement qui l'ont envoyé assez loin, géographiquement. Alors après, il y a une période où effectivement elle s'intéresse de plus en plus à incarner elle-même les rôles d'ouvrière. Donc elle va avoir à la fois son activité d'enseignante, mais dès qu'elle a des congés scolaires, elle en profite pour multiplier les expériences, par exemple chez Renault, chez Alstom, où elle veut vraiment rentrer dans le rôle et prendre la condition ouvrière, de pouvoir la vivre et l'analyser, l'étudier de l'intérieur. Donc il y a cette période assez longue. Ensuite, on va dire, pour faire les grandes lignes, en 1933, elle se rend à Berlin. Donc ça, c'est vraiment une épopée qui traduit toujours sa curiosité pour prendre par elle-même la température de la situation. Elle veut découvrir réellement ce que c'est que le nazisme. Et en 1936, elle va en Espagne donc, pour aller voir par elle-même la guerre d'Espagne. Et c'est là qu'elle découvre d'ailleurs quelque chose qui l'horrifie, c'est ce qu'elle appelle la banalisation de la violence, parce qu'elle voit que ses propres amis républicains, bien qu'on soit dans la guerre d'Espagne, se vantent et affichent qu'ils ont tué dans le dos des franquistes prêtres, des prêtres franquistes, et ça quand même, ça la perturbe, et c'est pas quelque chose qu'elle peut assumer. Et d'ailleurs, elle va écrire à ce titre-là une très longue lettre à Georges Bernanos, dans laquelle elle explique en particulier qu'elle est tout à fait pacifiste, qu'elle a horreur de la guerre, mais que ce qu'elle ne supporte pas, ce sont la présence de tous ceux qui sont toujours à l'arrière, dans la dernière ligne, et qui font
de la spéculation, des extrapolations sur les premières lignes, sur les premiers rangs, en fait, sans savoir exactement ce qui se passe. Enfin, on va accélérer, il y a la période, en 1942, elle rencontre Gustave Thibon, qui est une rencontre exceptionnelle et hyper importante dans son évolution, par l'intermédiaire du prêtre Francis Perrin, qui va lui faire rencontrer donc, Gustave Thibon. Et donc c'est là qu'elle va avoir sa première expérience d'ouvrière agricole, donc dans la ferme de Gustave Thibon. C'est là aussi qu'elle va écrire énormément de fragments. Heureusement, Gustave Thibon a eu le réflexe de récupérer tous ces fragments qui ont permis de constituer et d'éditer le livre La pesanteur et la grâce. J'ai passé vite fait sur Albert Camus, qui est aussi celui qui a édité son dernier livre, L'enracinement. Donc ils sont tous les deux des rôles assez importants dans l'évolution de Simone Weil. Et là, à partir de là, évidemment, il y a toute la problématique de la guerre. Elle veut placer ses parents à Marseille en sécurité. Elle va s'expatrier aux États-Unis. Elle aura un regret pour cela. Elle aura un regret parce qu'elle est très loin. Elle dit que ce n'est pas de la désertion, mais son calcul initial, c'était je pensais que j'arriverais à être plus active et plus influente sur la résistance si je m'étais éloignée de Paris. Et là, elle va faire tous les efforts pour solliciter Maurice Schumann, qui est son camarade de classe, avec Maurice Schumann, avec lequel donc, elle suivait les cours sur la philosophie d'Alain. Alain, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, qui inscrivait au tableau, au début de tous ses cours, une phrase qui revenait sans cesse, il faut aimer la vérité avec toute son âme. Donc ça les a marqués, aussi bien Maurice Schumann que Simone Weil. Et donc, en fait, ils se sont rendus à ce moment-là. Elle a fait une très longue lettre à Maurice Schumann, lui demandant de bien vouloir écouter, de bien vouloir prendre en considération un projet qu'elle avait, qui était de constituer une cellule, ce qu'elle appelait des infirmières de premier niveau, de créer une cellule qui soit quasiment présente sur le terrain pour venir au secours, en tout cas en soins, apporter des soins immédiats pour des soldats blessés sur la première ligne. Donc ça a été reçu de façon un peu tiède par le général de Gaulle, mais en tout cas Maurice Schumann a réussi à interférer et la faire venir dans les bâtiments de la France libre en tant que rédactrice. Et donc à partir de là, elle a écrit le fameux livre L'enracinement, qui contient plusieurs chapitres sur les besoins de l'âme. C'est vraiment un livre essentiel, hein. C'est un des livres majeurs de Simone Weil. On pourrait mettre La pesanteur et la grâce, et aussi pour sa partie plus religieuse, Attente de Dieu. Donc ce que je vous propose maintenant, je pense qu'il y avait des candidats, on va peut-être faire un peu une citation chacun son tour. Voilà, donc à peu près, j'ai voulu faire une transversale, hein. Il ne s'agissait pas de faire une conférence d'1 heure sur le trottoir. Donc voilà un petit résumé dans les grandes lignes du parcours de Simone Weil. Alors, je crois qu'on va laisser la place à Fabienne qui veut nous faire une citation. Considérez toujours les hommes au pouvoir comme des choses dangereuses. Le triomphe de l'art est de conduire à autre chose que soi. Voilà. La véritable attention consiste à laisser la possibilité à l'autre d'exister devant nous tel qu'il est. Alors ça, c'est un petit texte qui fait partie justement de l'enracinement, qui s'appelle sur le chapitre des besoins de l'âme. Pour rappel, les besoins de l'âme, en fait, c'est un inventaire de toutes sortes d'entités, l'obéissance, la hiérarchie, la justice, la liberté, etc. Et notamment le besoin de vérité. Alors ce que je trouve assez intéressant, voire même passionnant dans ce petit chapitre, c'est qu'en réalité, il y a énormément, la grande majorité des philosophes, évidemment, se sont intéressés à la vérité. Ils ont tous essayé de la définir, hein, la vérité, la liberté, la justice. Et par contre, Simone Weil, elle s'est attardée sur le besoin de vérité. Donc voilà ce que ça donne. Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. Il n'en est pourtant jamais fait mention.
On a peur de lire quand on s'est une fois rendu compte de la quantité et de l'énormité des faussetés matérielles étalées sans honte, même dans les livres des auteurs les plus réputés. On lit alors comme on boirait l'eau d'un puits douteux. Il y a des hommes qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils ne peuvent pas se lancer dans des vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. Voilà, Simone Veil, les besoins de l'âme. Écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu venir commémorer Simone Veil. On n'est pas vraiment une foule énorme, mais en tout cas, c'est ce qui donne encore plus de valeur à chacun des présents.